Trois invités avec nous chaque soir pour discuter et débattre de la situation des marchés financiers. Julien Pierre-Nouan est avec nous en plateau, directeur des études et de la gestion diversifiée de Lazard Frères Gestion. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir Grégoire. Adil Amor est avec nous également, directeur de la coordination stratégique d'Arkea Asset Management. Bonsoir Adil. Bonsoir Grégoire. Je le précise parce qu'on ne connaît pas encore bien Arkea Asset Management. C'est la réunion des deux grandes sociétés de gestion du groupe Arkea IS qui étaient Fédéral Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion. C'est ça, Adil? Exactement. Bon. Exactement. Donc on apprendra désormais à parler d'Arkea Asset Management. Et à nos côtés enfin, Paul Jackson, responsable mondial de la recherche en allocation d'actifs chez Invesco. Bonsoir Paul. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, messieurs. Ravi de vous retrouver. Paul, je commence avec vous sur cette séquence un peu plus profitable à l'Europe et aux indices actions en Europe notamment. Alors, qu'on observe depuis quelques séances, 8 séances de hausse consécutives. C'est vrai que ça se remarque, j'allais dire, dans le schéma des marchés, mais on peut remonter même quelques semaines en arrière pour observer une certaine surperformance, ou en tout cas une meilleure tenue des actions européennes par rapport à des actions américaines, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce mouvement? Qu'est-ce qui caractérise cette séquence? Et quels enseignements est-ce qu'on peut en retirer pour la suite? Oui, d'abord, c'est surprenant parce que je crois que plus ou moins tout le monde est plus positif sur les US que sur l'Europe. Les flux d'investissement vers les US, ils sont toujours en place, mais il est vrai que, par exemple, depuis fin septembre, les actions allemandes, ils ont surperformé les actions américaines. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, valorisation. Le marché américain est tellement cher. Marché européen, plus ou moins, c'est dans les normes historiques. Deuxièmement, je crois avec si on peut imaginer qu'il y aura une relance économique cette année, et je pense qu'il y aura une accélération, baisse des taux d'intérêt, augmentation de salaires réels, plus ou moins partout, donc accélération économique. Je crois que les marchés européens sont mieux placés, ils sont plus cycliques dans leur composition que le marché américain. Et donc, je crois qu'il y a plusieurs choses à la fois. Et aux US, je crois une perte de momentum après la folie autour des élections. Très intéressant, mais il y a l'idée que l'Europe et les marchés actions en Europe vont pouvoir, comme on dit, monter le mur des craintes. C'est ça l'idée, to climb the wall of worries, Paul? C'est un peu l'idée du moment pour les marchés européens? Oui, je crois, parce que tout le monde voit les négatifs en Europe. Et en fait, il n'y a que les négatifs que les gens citent. Aux US, c'est... Alors, il y a des raisons d'être prudent sur l'Europe. Enfin, il y a des raisons structurelles d'être... Mais aussi aux US. Il y a des raisons pour être prudent, mais les gens, parce que les marchés, ils ont bien monté pendant quelques années, les gens, ils voient que des positifs. Et je dirais que le sentiment vers les US, c'est plutôt... all for the best in the best of all possible worlds. Désolé pour parler en anglais. Oui, mais on comprend. Mais c'est cette idée venant du Pangloss. Il arrive un moment où ça c'est tout dans le prix et encore plus. Et je crois, à mon avis, on est déjà dans cette situation aux US. Et en Europe, oui, on va grimper cette mur de crainte. Et ça peut devenir un mouvement important? C'est un mouvement qui peut marquer au moins ce début d'année 2025, au-delà de quelques semaines. On a envie de l'accompagner? À mon avis, oui. Si on regarde par exemple 2017, donc au début de 2017, première année de la présidence de Trump, première fois, il y avait l'euphorie autour des actions américaines et le dollar. Et pendant 2017, le dollar a baissé 10%. Et les actions américaines, ils avaient sous-performé les actions extérieures. Je ne serais pas étonné qu'il y aura un même phénomène cette année. C'est l'heure du reste du monde sur les marchés actions, Adil, par rapport à cet exceptionnalisme américain qu'on ne cesse de décrire, y compris depuis l'arrivée de Donald Trump, bien sûr. Non, je partage beaucoup de choses de ce qui a été dit. Je rajouterai 2 points. En fait, effectivement, là, on se rapproche des précédents plus hauts, par exemple, sur le CAC 40. Le DAX, effectivement, a une performance qui a été très importante, même comparativement aux US, depuis le point bas. Mais
Quand on regarde les États-Unis, par contre, on ne cesse de battre des records de mois en mois et d'année en année. Ça, c'est le premier point. Donc on rattrape, et le différentiel est toujours là. Je sais, c'est facile. Non, mais on parle d'une séquence identifiée sur le court terme. Exactement. Je suis bien d'accord. Voilà, là, c'est important. Oui. Maintenant, sur l'Europe, qu'est-ce qui était pricé avant le petit rallye, pour moi, parce qu'il ne fait que commencer, qui a eu lieu sur le mois de janvier? Un discount Trump, les droits de douane, etc., l'arme de négociation massive, si je puis me permettre ce terme. Premier point. Une Europe qui est en difficulté politique interne, union globale entre les différents pays, et une croissance forcément qui est morose. Voilà, c'est ce qui était, on va dire, entériné dans les prix. Là, qu'est-ce qu'on constate? Finalement, l'effet Trump, a priori, on verra ce qu'il en est dans la réalité concrète, c'est pas si catastrophique que ça. Il y aura des choses, mais peut-être moins qu'anticipées dans les prix, premier volet. Deuxième volet, les baisses de taux, normalement en Europe, de façon désynchronisée par rapport à ce qui peut arriver aux États-Unis, c'est quelque chose qui, a priori, est entériné par les marchés actions. Et il ne faut pas oublier quand même un dernier point, il y a eu quelques publications qui font chaud au cœur. Voilà. Donc, oui, pour l'instant. Donc, mais oui. On va dire le fait que ce momentum-là perdure, surtout à mon sens, dépend de la confirmation ou pas des résultats et des earnings qui vont sortir. Ouais. Si c'est le cas, à ce moment-là, vu les niveaux de valorisation en termes de multiples qu'on a en Europe, a priori, le momentum, pour moi, devrait continuer quand même à poursuivre un petit peu son élan. Oui, c'est ce que vous disiez au démarrage. Pour vous, ça va continuer. Pour moi, ça va continuer. Après, vous connaissez notre style de gestion, c'est-à-dire que, à un moment donné, on ne va pas faire forcément un plus 30 ou un plus 40%, mais qu'on fasse une année largement positive en Europe. Si, politiquement, on n'a pas encore de soubresauts qui viennent à droite et à gauche et que Trump ne colle pas un 30 ou 40% de droits de douane, en tout cas moi ce que j'écarte, et que les baisses de taux se confirment, earning aussi au rendez-vous, il n'y a pas de raison que le momentum ne continue pas. Julien Pierre, sur l'analyse de ce mouvement, de cette séquence, je disais, alors c'est peut-être moins de vents contraires pour l'Europe, est-ce que ça peut être même demain des vents porteurs et favorables, malgré effectivement un négativisme, ou en tout cas j'appelais ça un pessimisme d'atmosphère, pour caricaturer une expression, mais c'est l'idée que oui, il y a toujours un socle de pessimisme bien ancré quand on évoque l'Europe, notamment sur les marchés ou sur la macroéconomie également. Oui, en effet, moi je parle aussi souvent de sinistreuse. C'est vrai que c'est cette idée. Depuis cet automne, on avait l'impression que l'Europe était pliée, à jeter. Pliée. Et de toute façon, on entendait des gens qui ne voulaient entendre parler que d'actions américaines. Et c'est vrai que c'est aussi la vie de la bourse. C'est-à-dire que parfois, il y a une logique fondamentale qui peut être poussée un peu trop loin, voire beaucoup trop loin, et quelque chose des actifs qui sont totalement oubliés, qui commencent à manifester quelques signes de vie. La question, effectivement, c'est de savoir quels peuvent être les moteurs de la poursuite de ce mouvement. Les valorisations, effectivement, sont en ligne avec les normes historiques, alors qu'aux États-Unis, on est quand même beaucoup plus cher. C'est pas tant quand on regarde la comparaison États-Unis-Europe, c'est pas tant que les actions européennes sont décotées par rapport à la norme, à leur propre norme, que les actions américaines sont extrêmement chères ou deviennent très chères par rapport aux normes historiques. L'écart de PE, il a toujours été là, et on sait que le PE de l'Europe ne sera. Mais c'est plus du fait de la cherté des actions américaines. Les États-Unis, en tant que tels, sont relativement chers, et c'est vrai, comme l'a dit Paul, il y a beaucoup de... on a un peu pricé le meilleur des mondes, à la fois en termes de valo, et les attentes de résultats sur 2025 aux États-Unis sont assez musclées, à près de 15%. C'est vrai qu'en Europe, on a des attentes qui sont de l'ordre de 6-7%. C'est largement atteignable, sans doute, d'autant que nous, on pense qu'il y a des choses qui pourraient surprendre sur l'économie européenne, et notamment au niveau du consommateur. On a commencé à avoir quelques signes. C'est vrai que le revenu réel des ménages, il progresse, en fait, récemment, il progressait sur l'ordre de 3%. Mais la conso, elle était encore sur un rythme de 1%. Donc ça nous dit que les ménages européens ont augmenté leur taux d'épargne, mais ils ne peuvent pas augmenter leur taux d'épargne de manière éternelle. Donc il y a un moment où ça va converger. Et donc, même si on a un petit ralentissement de la consommation, du revenu disponible réel des ménages, disons vers 2%, une conso qui passe de 1% à 2%, c'est déjà, ça veut dire que quand la conso fait 60% du PIB, vous êtes déjà à 1,2%, vous êtes au-dessus du consensus pour l'année prochaine, donc, pour cette année. Ah ouais. Donc voilà, on peut avoir des choses, on va surveiller évidemment les élections en Allemagne. Là aussi, c'est vrai que si on allait vers
Sans doute, ça va être compliqué de complètement supprimer les règles budgétaires parce que la CDU ne le veut sans doute pas. Mais on trouvera peut-être des voies autour pour avoir un peu de relance en Allemagne. Et puis, hors de l'Allemagne, on a quand même des pays qui se portent très très bien. L'Espagne reste sur une dynamique très favorable. La France, l'Italie, c'est un petit peu en dessous, mais ça reste en croissance. Donc, oui, peut-être que les gens vont dire c'est pas pire, et donc ça peut être mieux. Et et le marché du travail, dans ces conditions, c'est une variable importante, bien sûr. On a des tensions sur nos marchés du travail aussi en Europe. Quel niveau de tension est-ce qu'on peut conserver ? Parce que c'est vrai que c'est peut-être un risque pour 2025 de voir des situations se dégrader plus que ce qu'on a pu déjà observer sur différents marchés du travail clés pour l'Europe. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le taux d'épargne reste orienté à la baisse. Il est à 6,3% sur la zone euro. Taux de chômage. Le taux de chômage. Si vous remontez avant même la création de la zone euro, il faut remonter au début des années 80 pour avoir un taux de chômage aussi bas en Europe. Même l'Allemagne, avec une croissance totalement atone, voire zéro sur les dernières années, on est sur un taux de chômage qui n'a que très peu remonté. Donc on a un marché du travail qui reste en fait porteur pour les salariés, de quoi peut-être jouer un peu sur la confiance dans le sens positif. Aussi maintenir peut-être des pressions salariales, et ça par contre, mais c'est vrai pour l'Europe, mais c'est vrai aussi pour les États-Unis, il a peut-être la question de 2025, ça va être plus du côté de l'inflation. Mais en tout cas, en termes d'activité sur l'Europe, ça pourrait continuer de rester bien orienté. Et de tenir. Bon, dans ce contexte-là, puisque je sens qu'il y a un vent porteur là autour de la table sur les actions européennes, en termes de stratégie d'investissement, comment on a envie d'aborder ces marchés d'actions en Europe, Paul? Vous citiez le DAX, effectivement. Alors le DAX est un indice aussi particulier, les dividendes sont réinvestis, on parle beaucoup de la concentration sur les indices américains, mais je crois qu'on a quelques valeurs qui font la performance du DAX, ça va être du SAP, Siemens Energy, je crois, qui a dû prendre 300% l'an dernier. Est-ce qu'on reste dans ces configurations-là, des concentrations de performance très fortes, ou est-ce que on a envie d'en profiter plus largement ? Non, en fait, moi, je parlais des indices plus larges que les indices domestiques. Donc, j'entends. Par exemple, MSCI, Allemagne, qui est plus large. Mais pour moi, en Europe, comme ailleurs, probablement, ça sera les cycliques, les industriels qui vont mieux performer. Peut-être les boîtes, les petites boîtes et les boîtes de moyen temps. Et on attend depuis toujours que ça marchera, mais avec une relance économique. Et baisse des taux, peut-être, ça va marcher. Ceci dit, il n'y a aucune relation historique entre baisse des taux entre l'économie et la performance des petites boîtes. On m'a dit que ça marchait avec les PMI. Que souvent c'était assez bien corrélé quand même au niveau des PMI, la performance des... Moi, j'ai jamais trouvé... On cherche encore, quoi. Ok. Mais comme on dit toujours, encore une fois en anglais, let's not let the facts get in the way of a good story. N'empêchons pas les faits de raconter une bonne histoire. Mais je vous suis là-dessus, Paul. Voilà, donc je crois que les choses peuvent aller mieux au niveau boursier. Donc, industriel, cyclique. Moi, j'attends que cette année, les prix des commandes industriels remontent. Ça a commencé avec l'énergie. Mais si j'ai raison là-dessus, les secteurs comme l'énergie, les ressources de base, peuvent surperformer. Mais aussi, je crois que toujours les banques, et je parle là peut-être plutôt au Royaume-Uni, mais et je considère que le Royaume-Uni fait partie de l'Europe. Mais bien sûr, au moins géographiquement. Les banques en profitent d'une repontification de la courbe. Et surtout les banques anglo-saxons, parce qu'ils ont ils ont une espèce de mismatch entre les biens et l'actif et le passif. D'accord. Ok, mais bon, la pontification profite plus à certaines banques qu'à d'autres, effectivement. Donc, petit valeur, petit cap, industriel, cyclique et peut-être banque.
Et tout ce qu'on décrit là, c'est aussi bon pour l'euro. La devise, ça doit soutenir la devise. Parce qu'il y a encore 3 semaines, on nous parlait de la parité, on va y retourner, en dessous, etc. On s'en est un peu éloigné depuis. En tout cas, dans mes prévisions, j'ai un dollar qui baisse cette année. Donc, je ne serais pas étonné si ça continue. C'est plus difficile à faire cette prévision avec l'idée que ou peut-être la Fed ne va plus réduire ses taux. Je crois qu'il y a peut-être 1-2 réductions à venir, mais il est clair que la BCE, en ce moment, a l'air de vouloir réduire plus rapidement que la Fed. Mais je crois quand même, encore une fois, comme les actions, la valorisation du dollar a intégré beaucoup de choses. Est assez chère. Et pour moi, les fondamentaux, mettons à part la croissance, les fondamentaux du dollar sont exécrables. Endettement extérieur, déficit et endettement fiscal, bilan extérieur qui est négatif et surtout la situation fiscale va s'aggraver cette année. Bon, ça nous permet de commencer à évoquer un peu quand même Donald Trump, parce que partant du dollar, partant de l'analyse de Paul sur le dollar qu'il nous propose, est-ce que 2025 va nous montrer d'une certaine manière l'autre face de cet exceptionnalisme américain? Est-ce que les marchés vont aussi considérer le revers de la médaille? J'en sais rien, mais la contrepartie de cet exceptionnalisme américain, beaucoup de dettes, du déficit, alors beaucoup d'investissements aussi, on parle de Stargate, on voit que là c'est la ruée pour apporter des projets d'investissement à Donald Trump, ça c'est aussi une réalité. Si je prends la parole sur ça, déjà, sur les États-Unis quand même, même avant Trump, il faut quand même qu'on se le dise, l'économie américaine tenait super bien. Tiens, super bien. Dire Trump ou pas Trump, de toute façon, ça tient super bien. En conso, ce qu'on veut, en chômage, bref, sur tous les KPI qui sont pilotables. Ça, c'est le premier point. Maintenant, mon avis en tout cas, Trump est arrivé, il y a eu son investiture. Pour l'instant, donc, il y a eu encore une fois des mots, des tweets, etc., mais rien d'ancré, on va dire, fondamentalement. Il y a le court terme et le moyen terme et le long terme. Ça, c'est essentiel. À court terme, aujourd'hui, ce qu'on sait a priori, normalement, c'est très pro-US. Donc, en dehors, on va dire, des US, il n'y a pas eu d'attaque frontale vers la Chine ou vers l'Europe. Voilà. Donc, pour l'instant, on va dire, l'exceptionnalisme US au détriment du reste du monde, on ne le constate pas. Ça, c'est la vue court terme. Maintenant, sur le long terme, cet exceptionnalisme, encore une fois, il va falloir le financer. Le financer, ça passe mécaniquement par on en a parlé, par des courbes de taux qui vont encore plus se quantifier. Là, par exemple, entre le 2 ans et le 10 ans américain, on a une trentaine de points de base. La partie court terme, c'est l'inflation, si on considère qu'elle est derrière nous. La partie longue, c'est tous les financements à venir. Voilà. Ça, c'est une prime qui est mécanique. Et donc c'est quoi? La partie longue qui doit monter, c'est la partie longue qui n'est pas encore assez pentue ou assez élevée? Moi, c'est une conviction en tout cas qui est extrêmement forte chez nous, et c'est même le cas en Europe. On est dans un monde où, on va dire, la partie courte, c'est l'inflation. Ça, a priori, on peut considérer que c'est piloté, donc normalement, c'est stable ou ça baisse. Très bien. La partie, on va dire, qui commence à 7 ans, 10 ans et bien au-delà, en théorie, on va dire mécaniquement, c'est de la croissance et surtout des besoins de financement à venir. Je comprends. Ils sont colossaux. Aux États-Unis, encore plus. Baisse des taxes en plus, un déficit encore plus marqué qu'il faut financer à long terme, tout ça, ça va se retrouver au niveau de la courbe américaine et l'exceptionnalisme américain par le dollar, à un moment donné, je rejoins un peu complètement. C'est-à-dire que la parité, on n'y croit pas. Est-ce qu'on va remonter à un euro-dollar à 1,15 ? Non. Est-ce qu'on va rester, là on est remonté à 1,04 ? Est-ce qu'on peut encore avoir un euro qui se réaffirme un petit peu ? Très probablement. On était quasiment à 1,12 en septembre sur l'euro-dollar. Tout à fait. Mais là, aujourd'hui, il y a, on va dire, un nouveau monde avec le Trumpisme qui est devant nous. Mais ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais encore une fois, il y a la réalité court-termiste et long-termiste. On va vivre et on va vibrer au rythme des tweets sur X. Mais in fine, moi, je considère que, oui, côté US, la croissance va être au rendez-vous. Les marchés, encore une fois, est-ce qu'ils vont suivre ? Probablement. Mais en Europe, on vient de tellement loin que... il y a beaucoup de choses positives à pricer versus les choses négatives qui sont déjà dans les prix. Bon, sur Trump, l'économie américaine, c'est quoi le plus grand risque pour l'économie américaine au regard de l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui, Julien Pierre?
Alors, c'est un risque de ralentissement fort, c'est un risque de surchauffe maximum. Je pense les deux, mais pas avec. Voilà, on a des questions après d'horizon temporel. Non, clairement à court terme, l'économie américaine reste très bien orientée. La question, c'est que on a un Donald Trump qui crée quand même beaucoup d'incertitudes et des scénarios assez divergents par rapport à cette trajectoire centrale. Les marchés ont été rassurés par le fait que depuis son investiture, il n'ait pas annoncé de mesures concrètes sur les droits de douane. Mais en fait, est-ce que c'était vraiment probable, sachant que ni son secrétaire au Trésor, ni le représentant du commerce ont été désignés ? Non. Il a demandé aux agences fédérales de mener une évaluation sur les relations commerciales, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Et je crois que c'est 1er avril. Et voilà, j'allais dire mars ou avril, effectivement. Et donc les rapports. Exactement. Tous ces rapports, on va les recevoir au 1er avril parce que même si Donald Trump est Donald Trump, il respecte quand même certaines procédures. En tout cas, il a beaucoup de pouvoir discrétionnaire en tant que président sur les tarifs, mais il y a des choses quand même qu'il faut faire avant de les annoncer. Et à mon avis, ça a été quelque chose de tellement important dans sa campagne qu'il y aura des annonces, il y aura des augmentations de droits de douane. Donc, ça va créer de la volatilité. Ce qui, à l'inverse, joue... et ça aura un impact économique. Les droits de douane sont payés par les consommateurs domestiques. Donc, ça aura un impact sur la consommation américaine. Sur la question budgétaire, je pense que ça va être très compliqué. Parce que je rappelle qu'aux États-Unis, on est quand même sur un déficit de l'ordre de 6-7%. Et que les trajectoires des organismes qui disent déjà que la dette, elle est sur une trajectoire durablement haussière, elles disent que ces trajectoires, elles sont construites sur l'hypothèse qu'on annule les baisses d'impôts Trump à la fin de l'exercice fiscal en septembre 25. Or, il veut à tout prix les prolonger. Et lorsqu'on voit l'équilibre politique, en fait, il y a une majorité très réduite à la Chambre des représentants. Et les procédures budgétaires, qu'on appelle la procédure de réconciliation, par laquelle il sera obligé de passer, eh bien, ça va lui demander d'avoir tous les républicains à bord pour faire passer ces lois. Et on sait que chez les républicains, il y a encore quelques partisans d'un peu de rigueur budgétaire. Donc voilà, peut-être que là aussi, on risque d'avoir quelques déceptions là-dessus. Je rappelle, je parle sous votre contrôle, mais prolonger les taxes Trump, dites taxes Trump, pour 10 ans, c'est de l'ordre de 4 000 milliards. Oui, exactement. 4 000 milliards de dettes supplémentaires sur 10 ans. Et le troisième point, qui était un peu le troisième volet important de sa campagne, c'est la lutte contre l'immigration. Et là-dessus, il a pas mal de pouvoir discrétionnaire, et ça peut perturber cette économie américaine qui a été grandement rééquilibrée par la poussée d'immigration des 2-3 dernières années. Et donc, on a un cocktail qui nous dit peut-être des chocs négatifs sur la croissance, peut-être des chocs positifs sur l'inflation. Qu'est-ce qu'il emportera, on ne sait pas trop, mais on en revient, je pense à cette question de trajectoire des taux d'intérêt, c'est-à-dire est-ce que les taux d'intérêt américains vont aller à long terme, puisqu'on parlait des taux à long terme, vont se rapprocher vers les 5%. Plus on a des taux qui restent durablement élevés, plus ça quand même impacte aussi l'économie. Mais bon, là, on est sur un horizon de plusieurs trimestres sans doute. On a vu quand même les points hauts sur les taux longs américains, ou c'est pas évident, Adil, je vous redonne la parole là-dessus. À mon sens, sur un 10 ans américain à 5%, toutes choses égales par ailleurs, c'est des points... En fait, d'intervention pour des investisseurs ou en tout cas, dans l'état actuel des informations qu'on a dans le marché, on est d'accord. En tout cas, nous, même un petit peu avant 5%, on est clairement acheteurs. Okay. Voilà. Après, il ne faut pas oublier quelque chose quand même de fondamental. Un taux nominal, c'est des taux réels plus des anticipations d'inflation. Si la hausse des taux, elle a lieu par les taux réels parce qu'il y a de la croissance, parce que tout va bien, même si on va à 6 ou 7%, et s'il y a des croissances à 10, mais je comprends la logique. Par contre, si on commence à en créer une anticipation de reflation massive, là, on est dans une situation quand même beaucoup plus complexe. D'accord. Sur les taux américains, quelle est la position d'Invesco, de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco, Paul ? D'abord, je dirais que disons à 5%, oui, c'est intéressant, mais je dirais aussi que c'est peut-être normal. Parce que si on raisonne sur une croissance nominale de, je dirais, 4%,
Donc les taux de la Fed doivent être moyennement à 4%. Et il faut une pente. Historiquement, il y a toujours une pente. Et cette pente entre les taux de la Fed et le taux sur 10 ans, historiquement, est plutôt au-delà de 1%. Donc 5%, peut-être, il va falloir s'habituer. Mais c'est beaucoup plus intéressant que la période où les taux sur 10 ans étaient 0,5. Ah ouais. Il est clair. Sur l'inflation aux US, je crois que c'est intéressant parce qu'on avait l'idée que oui, ça va continuer à descendre, on va arriver à 2%. Mais je crois que cette année, il y a un risque que le taux d'inflation, et là je parle du headline, pas core, mais headline, que le taux d'inflation peut dépasser 4%. Parce que déjà, on a cette hausse de prix de l'énergie. Et normalement, aux US, ça passe rapidement dans l'inflation. Il y a le risque de tarifs que, oui, je crois que ça va rajouter de l'inflation. Oui, peut-être ça donne du revenu au gouvernement américain et ça permet une baisse des impôts ou de ne pas monter les impôts. Mais quelque part, ça sera une espèce de, voilà, je vole de pierre pour donner à Paul, parce que c'est les consommateurs qui vont payer le prix avec une inflation qui sera plus élevée. Et le bénéfice des impôts réduits, ça sera probablement les plus riches. Et alors, j'allais dire, politiquement, pour Trump, c'est une situation gérable. C'est peut-être pas le terrain le plus facile, mais il a été élu sur l'idée que l'inflation avait été traumatisante sous Biden, que l'économie n'avait jamais été aussi mauvaise sous Biden, et que maintenant, tout irait mieux grâce à lui. Si on voit des taux d'inflation qui remontent, alors je ne sais pas si ça parle beaucoup à la working class, le CPI mensuel, etc., mais si la perception de l'inflation et que le discours sur l'inflation revient sur le devant de la scène, politiquement, ça ne va pas dans le sens de Trump. Je crois que ça sera difficile, mais pour lui, c'est gérable parce qu'il ne peut pas être réélu. Donc, il s'en fout quelque part. Mais je veux dire aussi que les incendies à Los Angeles peuvent rajouter de l'inflation. Bien sûr. D'abord parce qu'il y aura un impact sur les prix des matériaux. Bien sûr, bien sûr. Mais aussi, il y aura un impact sur les salaires dans le secteur de construction. Et au même temps, comme ça a été déjà dit, il rejette beaucoup de gens probablement qui pouvaient travailler dans ce secteur. Ouais. Donc, il peut y avoir une relance sur les salaires. Donc, je ne serais pas étonné, c'est parmi mes 10 surprises pour cette année. Oui. Alors, c'est en première que l'inflation aux US peut dépasser 4%. Et là, je dirais que il faut garder ça en tête parce que, à mon avis, si c'est le cas, il peut y avoir des problèmes difficiles pour les marchés. Oui, c'est pas quelque chose qui est intégré aujourd'hui, c'est pas le scénario central des marchés, et ça peut être effectivement un game changer qui change la dynamique. Si on continue un peu le tour du monde, puisqu'on a commencé par l'Europe, est-ce que ça peut être un moment plus favorable alors pour des actifs émergents? Et évidemment, quand on pense émergent, on pense à la Chine. Il faut avoir une vue sur la Chine. Personne n'est, je le dis toujours, personne n'est obligé d'être investi directement, en tout cas en actions chinoises, mais ça reste important d'avoir une vue sur la Chine, j'imagine, Adil. Fondamental, qu'on investisse ou pas en Chine, je l'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, ne serait-ce que pour l'impact, typiquement des valeurs de luxe en Europe, etc. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur la Chine ? C'est la position que j'ai, elle n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que a priori, il n'y a que des choses positives à attendre. Le négativisme en Chine, est-ce qu'il y a, on va dire, des Evergrande, des BIS, etc. à attendre? A priori, non. Il y a des banques qui ont été recapitalisées. L'immobilier est encore en phase d'assainissement, on n'y est pas encore. Il y a une volonté du gouvernement chinois aussi de favoriser l'investissement, forcément, dans le marché boursier chinois. On voit des mesures encore annoncées là, ces dernières heures. Qui sont à la chinoise, avec des fonds de pension, avec une allocation, des assureurs.
merci d'acheter un peu plus d'actions. En tout cas, il y a des choses. Oui. Donc, quand on a dit ça, est-ce qu'on a envie d'acheter des actions chinoises? Encore une fois, moi, c'est quelque chose que je dis très souvent sur le plateau. Ce qui me dérange, c'est la manière. Enfin, qu'est-ce qu'on peut acheter comme type d'action entre l'onshore et l'offshore? Voilà, c'est un peu technique, mais c'est toujours le même sujet. En tout cas, nous, notre vue sur le marché chinois, le côté equity, c'est pas forcément le moment, voilà, clairement. Maintenant, sur le marché crédit, il y a peut-être des choses à faire, libellées en dollars, pas forcément de vis dure. Voilà, ça c'est essentiel. Ensuite, les impacts de la Chine sur le reste du monde. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que du positif à attendre. Voilà. Toute surprise sur la Chine a de grandes chances d'être une surprise positive. Exactement. Voilà, ça c'est la conviction qu'on a. Bon, on l'a vu aujourd'hui, c'est ce qui porte aussi un peu les valeurs de luxe en Europe. C'est ce qui porte aussi certains segments du marché crédit en Europe. Et ça, c'est quand même un biais aussi qui rajoute encore un pan additionnel d'optimisme quand même pour l'année à venir voilà, sur les marchés. Vous partagez cette idée, Julien Pierre? Toute surprise sur la Chine a de grandes chances d'être plutôt une surprise positive? J'aurais tendance à être plus prudent parce que lorsqu'on regarde les marchés chinois, il y a eu un signal quand même très intéressant sur les derniers mois. C'est l'évolution des taux des obligations d'État à long terme en Chine qui se sont effondrés et qui sont passés en dessous, par exemple, de ceux du voisin japonais pour les maturités les plus lointaines. Et ça nous dit quand même quelque chose. L'économie chinoise, depuis maintenant 18 mois, connaît un régime de déflation. Les prix, le déflateur du PIB est en baisse. Et lorsqu'on regarde un petit peu dans le rétroviseur ce qu'a été la croissance chinoise, quels en ont été les moteurs, et qu'on se regarde ce qui a pu se passer dans des pays pas très lointains, le Japon, il y a quand même des similitudes. Il y a des différences. C'est le très grand contrôle qu'a le gouvernement de tous les leviers, que ce soit sur le secteur financier, sur le secteur économique. Mais voilà, on a eu une forte croissance de l'endettement aussi. Et on sait que ça, c'est des choses qui mettent du temps à se résoudre. Alors, ça ne va pas être un effondrement de la croissance parce que le gouvernement est là et, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de leviers. Mais la tendance, quand même, pour nous sur la Chine, elle reste quand même assez compliquée. Et les enjeux pour le gouvernement le sont. Surtout si, de l'autre côté du Pacifique, Donald Trump déclenche sa guerre commerciale. Ouais. Et enfin. Si guerre commerciale reprend entre les États-Unis et la Chine, la Chine a les moyens quand même de répondre. Il faut s'attendre à des réponses de la Chine. Alors sans doute des ripostes en termes de droits de douane directement. Après, la vraie question, c'est effectivement la capacité des autorités chinoises à soutenir leurs demandes domestiques. C'est vrai que lorsqu'on regarde le modèle de croissance chinois, il est encore très lié à l'investissement. Et la Chine arrive à un stade de développement où il faut basculer vers quelque chose davantage lié à la consommation. C'est compliqué, c'est une transition historiquement compliquée à faire, surtout quand on est sur les niveaux d'investissement de l'économie chinoise, qui sont très supérieurs à ce qu'on avait pu connaître dans les autres pays à ce stade de développement. Bon. Mais un point quand même sur la Chine qu'il ne faut pas oublier, et pour moi qui est essentiel, c'est-à-dire il y a une arme aussi dont disposent les Chinois, c'est le T-Note. À un moment donné, vu le niveau de dette quand même qui va être émis par les États-Unis, il ne faudrait pas non plus trop se froisser avec les Chinois parce qu'un détenteur massif de la dette américaine, ça reste la Chine. Voilà. Ça a peut-être un petit point de détail, mais je pense que ça peut compter dans la balance des négociations. C'est fondamental. Oui. On a vu, Donald Trump, pour l'instant, a offert un répit à TikTok. C'est exact. Déjà un geste de... Une JV. Une extrêmement bonne volonté démontrée par le président américain. Sur les émergents et la Chine, qu'est-ce que vous dites, Paul? Est-ce que là aussi, alors, encore une fois, dans une logique d'investissement, mais est-ce que ça peut être un des revirements de l'année 2025 par rapport à ce qu'on observe depuis plusieurs années maintenant? Je dirais d'abord, il ne faut pas aller trop loin dans cette idée d'une déflation en Chine, parce que j'aimerais bien voir les prix qui baissent à 0,2% par an, avec une croissance de 5%. C'est pas aussi mauvais que ça. Et en fait, la croissance en Chine, depuis 2019, par exemple, est 2 fois que la croissance aux US. Ça se rapproche. La croissance en Inde. Et en fait, ça, c'est très impressionnant parce que la population descend en Chine. Donc, si on raisonne par tête, la croissance en Chine est beaucoup plus impressionnante qu'aux US et plus impressionnant qu'en Inde. Valorisation des actions est très, très impressionnante. Si on fait des comparaisons avec le Japon,
au moment où le Japon commençait à avoir des problèmes, la valorisation, moi quand je regarde mes PE ajustés pour le cycle, valorisation était à 80-90 le ratio. En Chine, aujourd'hui, c'est à peu près 15. Rien à faire avec la situation boursière au Japon. Donc moi, j'aime bien les actions chinoises onshore, le A-shares. L'année dernière, ça a très bien performé, des gains de 20%, malgré un effondrement au début de l'année. Donc, très bien performé. 2 fois le retour sur investissement en Inde. Tout le monde, ils adorent l'Inde. C'est vrai. C'est les actions américaines, les actions Inde au marché émergent. Mais en fait, l'Inde n'a pas performé l'année dernière. Et à mon avis, la Chine, avec les valorisations, c'est pas un choix difficile, surtout parce qu'il y a ce biais négatif. Quand je parle aux gens, quand je fais mes présentations, il y a quasiment personne qui est d'accord avec l'idée de surpondérer la Chine. Et tout le monde va être sur... Il y a un signal comportemental qui est très intéressant de ce point de vue-là, mais un peu ce qu'on décrivait entre les États-Unis et l'Europe. Là, ça se joue entre l'Inde et la Chine dans la sphère émergente, mais sur le plan du comportemental, c'est intéressant effectivement de noter ce pessimisme bien ancré sur la Chine. Quelques minutes, je voulais qu'on dise un mot du crédit avec vous. Peut-être, Adil, pour commencer. 23 et 24 ont été des années exceptionnelles pour les performances des indices crédit. Une compression des spreads, une performance et très peu de volatilité au final qui ont rendu pratiquement imbattable ce couple rendement-risque. Enfin, il y a des indices crédits qui font mieux que des indices actions en 2024 en Europe, notamment. Avec 2 fois moins de vol. Avec 2 fois moins de vol. Est-ce que le crédit peut, je ne sais pas, répliquer encore ce schéma en 2025 Attendez, cette question. Est-ce qu'on peut faire le hat-trick, comme on dit, la passe de 3 quoi. Moi, je pense que vous connaissez un petit peu ma réponse. Oui, le marché du crédit, ça reste incontournable. Voilà, c'est le choix de la raison qui est fondamental aujourd'hui dans une allocation d'actifs, particulièrement le crédit européen, pour des raisons techniques, des raisons de duration plus courte qu'aux États-Unis, un levier moins important, etc. Voilà. On n'est pas meilleure qualité des émetteurs, quoi. Meilleure qualité, voilà. Et aussi des situations en cas de difficulté, on va dire qu'on arrive à gérer plus en faveur des créanciers en Europe qu'aux États-Unis. Voilà, ça c'est le topo. Maintenant, j'entends beaucoup que le crédit est cher en Europe. Voilà, ça c'est un argument qui arrive très souvent. Je vous donne une idée, sur le marché de qualité investment grade autour de 100 points de base 80, le haut rendement, donc la partie risquée autour de 300 points de base. Est-ce que c'est cher? Alors, un tout petit point essentiel. Alors, sur les spreads de crédit, les primes de risque de crédit, les excès donc de rendement, oui c'est cher historiquement. Maintenant, les performances passées ne préjugent pas de performances futures, c'est fondamental. Par contre, en termes de rendement, là, on n'est pas du tout cher. Et moi, le point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est qu'on est dans une phase de marché, dans un cycle où les taux ne sont plus du tout comparables avec ce qu'on a pu voir dans des cycles antérieurs. Non, c'est sûr. Et forcément, le 300 points de base vu d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le 300 points de base vu d'avant. Peut-être qu'il est comparable à un 500 points de base vu d'avant. C'est le niveau du taux sans risque qui change cette analyse. Il y a une corrélation entre le taux sans risque et le spread de crédit. 300 points de base aujourd'hui sur le high yield ou 100 points de base sur l'investment grade, surtout le 300 points de base sur le high yield, est quelque chose de fondamental. Et donc oui, le high yield, le crédit au sens large et particulièrement chez au rendement, c'est un actif, encore une fois, qui sera moins volatile, à mon sens, c'est ce qu'on anticipe, et qui va délivrer de la performance core dans un portefeuille quel qu'il soit. Rapidement, il nous reste quelques secondes, mais sur le crédit, quelle est la vue pour 2025 chez les affaires de gestion? Ça reste une classe d'actifs que nous apprécions beaucoup. Je partage beaucoup de ce qui a été dit. J'ajouterais que vous avez aussi des conditions un peu fondamentales, par exemple l'amélioration des conditions de crédit bancaire, qui est un élément qui porte aussi les obligations. Et ça reste pour nous une place importante dans les portefeuilles. Paul? Moi, j'ai une espèce de ranking de côté obligation qui passe de prêt à effet levier. Oui. Je préfère. Oui. Investment grade, dette souverain, high yield. C'est les valorisations qui me poussent.
dans cette dans cet ordre-là. Donc ça, c'est votre ordre de préférence. Leverage loan, investment grade, souverain et high yield à la fin. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre éclairage sur ces situations de marché et les solutions d'investissement qui s'offrent à nous aujourd'hui au démarrage de cette année 2025. Paul Jackson, Invesco, Julien Pierre-Nouan, Lazare Frères Gestion et Adi Lamor, Arkea Asset Management étaient nos invités de Planète Marché.